Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ça fait maintenant environ 2 semaines que les indicateurs d'hospitalisation et de soins intensifs peu après nous ont montré une inclinaison de la courbe et que actuellement, heureusement, tous ces indicateurs continuent à évoluer favorablement. Nous insistons sur le fait que malgré que les tendances soient favorables et le reste, le poids sur les soins, tant les soins primaires que les soins intra-hospitaliers, reste extrêmement lourd et qu'il n'y a que quelques jours que nous sommes descendus en dessous des pics de la première vague, pourtant considérés comme importants par tout le monde à ce moment-là. On constate globalement que les contaminations diminuent un peu moins vite que durant la première moitié du mois de novembre, et nous allons en discuter d'ailleurs par la suite. Sur les 7 derniers jours, nous avons une moyenne de 3 672 nouveaux cas, ce qui correspond à une baisse de 28%. En l'occurrence, cela correspond aussi à une diminution de moitié tous les 15 jours du nombre de contaminations, alors qu'on avait effectivement, au départ de cette courbe descendante, une diminution tous les 7 jours. Ceci nous situe heureusement nettement mieux sur le classement européen, puisque nous sommes aux environs de la 18e place sur 31 pays, entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, mieux situé entre autres actuellement que la France, et ceci est une position un peu moins douloureuse que celle que nous avons vécue il y a quelques semaines encore. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions arriver d'ici aux fêtes de fin d'année à une moyenne de 500 nouveaux cas par jour. La répartition de ces cas reste assez semblable dans les différentes strates d'âge que vous voyez sur la diapositive. La plupart des contaminations continuent à se situer entre 30 et 60 ans. Et dans cette tranche d'âge, on continue à avoir une diminution nette du nombre de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas reste relativement élevé chez les plus de 80 ans et ne diminue que plus lentement dans cette partie de la vie, probablement liée au nombre de personnes infectées dans certains clusters dans les maisons de repos. Au niveau des gens plus jeunes et au niveau des personnes de moins de 20 ans, nous avons actuellement une tendance à une faible diminution ou à une stagnation de la diminution, donc chez les enfants et chez les adolescents. Ceci ne peut pas encore être lié actuellement à la reprise de l'activité scolaire, c'est trop tôt. Je pense qu'il faut en tenir compte de manière à pouvoir analyser objectivement les données des semaines qui viennent. Si on prend l'ensemble du territoire, on note une diminution dans toutes les provinces et vous voyez qu'elle va de 15% dans le Limbourg ou la Flandre orientale par exemple, à 43% dans le Namurois et à peu près 35-36% dans le Hainaut, le Luxembourg et Liège. Quant au nombre absolu de nouveaux cas, même s'il a nettement diminué, c'est toujours au Hainaut qu'on le retrouve, suivi de la Flandre orientale et puis de Liège. Passons aux hospitalisations. Là aussi, heureusement, le nombre continue à diminuer. En moyenne, nous avons eu 304 nouveaux patients par jour. C'est moins 34% par rapport à ce qu'on avait par rapport à la semaine qui a précédé. Et là, les chiffres tendent à s'améliorer plus rapidement, ce qui est une bonne nouvelle, effectivement, puisque c'est un des points névralgiques, c'est l'embouteillage du système de santé. Ceci nous amène à avoir juste un peu plus de 5000, en l'occurrence 5024 patients hospitalisés, dont 1194 en soins intensifs. Enfin, nous avons toujours à déplorer un nombre conséquent de décès, en l'occurrence en moyenne 170 décès par jour. Mais là aussi, la baisse continue à se manifester avec une diminution de 15% sur une base hebdomadaire. Alors, dans les points qu'on voudrait discuter avec vous aujourd'hui, le premier point nous revient d'informations venant de la base, de la première ligne, qui nous signale qu'un certain nombre de patients attendent d'avoir de la fièvre de manière conséquente, 38,5, 39, des frissons, avant de se manifester. On voudrait insister sur le fait que si la fièvre peut bien sûr faire partie, et parfois de manière significative, avec des hautes températures des symptômes du Covid, moins de la moitié des patients ne font
font de la fièvre. Souvent, on est devant des symptômes grippaux, très vagues, peu de température, 37,2, 37,4, mais surtout des plaintes éventuellement de toux sèche par exemple, des plaintes de type essoufflement, difficulté pour monter un escalier, bien sûr cette plainte extrêmement typique de perte de l'odorat ou du goût, ou des symptômes vagues ressemblant à un refroidissement, un peu mal de gorge, un peu de toux, un peu mal partout, sans avoir réellement de fortes températures. Donc si vous avez ce genre de symptômes, restez chez vous, prévenez votre médecin, voyez s'il pense adéquat de faire un test, mais n'attendez pas, parce que vous n'aurez pas forcément, d'avoir de fortes températures pour penser au Covid. Deuxième point qu'on voulait discuter avec vous, ce sont les manifestations persistantes. Persistantes à moyen terme en tout cas de l'infection au Covid. Heureusement, la plupart des personnes qui sont atteintes par la pathologie voient disparaître les symptômes en 1 à 2 semaines. Et ceci reste un mauvais souvenir, mais peu important pour la plupart des gens. Certaines personnes vont développer des symptômes persistants qui peuvent se prolonger pendant plusieurs semaines et dans certains cas pendant plusieurs mois. Il y a une étude qui est l'étude faite de manière continue par l'Université d'Anvers qui nous montre dans les dernières données que 20% des gens, donc une personne toutes les 5 personnes, ont encore des plaintes après 2 mois. En comparaison, on a une autre étude faite en Angleterre qui nous montre après 3 mois, donc 1 mois de plus, qu'il y a à peu près 2%, donc une personne sur 50, qui ont encore des symptômes. Qui présente des symptômes persistants? Eh bien, on a à la fois des personnes âgées, on a à la fois des personnes en surpoids, et on a aussi des femmes jeunes. Ce sont les 3 groupes dans lesquels la fréquence est plus importante que dans le reste de la population atteinte par le Covid. De quoi peut-il s'agir? Il s'agit essentiellement d'une fatigue générale. Il s'agit éventuellement d'un essoufflement, par exemple, comme on le disait, en faisant un effort, en montant un escalier. Il s'agit d'une toux persistante. Il s'agit de vagues douleurs musculaires ou articulaires. Il s'agit de céphalées, donc de maux de tête assez peu spécifiques, assez diffus. Et dans le même contexte d'ailleurs, au niveau de la tête, si on peut dire, de problèmes de concentration. Plusieurs personnes, lors de la maladie même, se souviennent d'avoir été dans une sorte de brouillard. Eh bien, ce brouillard peut persister pendant parfois plusieurs semaines avant de se dissiper. Et bien sûr, on peut avoir la manifestation relativement typique de perte de l'odorat et du goût qui peut, chez un petit pourcentage des gens, continuer à être présent après 1 à 2 mois. On a aussi d'autres symptômes plus vagues, je dirais, moins fréquents, de type douleur dans la poitrine, palpitations, parfois accès de température, en tout cas peu important d'habitude, mais des petits pics de température. Et on peut avoir des manifestations cutanées de type engelure, éruption, et certaines personnes décrivent la perte de cheveux. Ceci est rare, mais ceci est clairement signalé. Donc il faut suivre ce qui se passe et l'investiguer. On peut avoir, dans certains cas aussi, des manifestations qui sont liées vraiment à des séquelles d'atteinte du virus, plus claires, comme par exemple des atteintes persistantes au niveau cardiaque, par atteinte du muscle cardiaque lors de l'infection aiguë, atteinte pulmonaire ou atteinte au niveau rénal, une insuffisance rénale par exemple. On peut avoir aussi des troubles neurologiques qui peuvent prendre différents aspects, depuis des anomalies du sommeil, des troubles de la mémoire ou de la concentration. Et enfin, on signale de manière variable, dans certaines études, c'est important, 10-20%, des plaintes psychologiques de type dépression, anxiété, problèmes de changement d'humeur rapide. N'oublions pas que tout ceci se passe dans un contexte où globalement la situation n'a rien d'agréable actuellement. Ce qui est clair, c'est que le virus a disparu de l'organisme. Ce type de virus ne peut pas rester vivant dans notre organisme plus qu'une 8aine de jours. Ce n'est donc plus une infection aiguë, mais ce sont des séquelles de cette infection, ou en tout cas des manifestations post-infectieuses qu'il faut encore mieux déterminer.
Elle se présente bien sûr chez des gens qui ont eu des formes graves, mais elle se présente aussi parfois chez des gens qui ont eu des manifestations peu importantes, avec les symptômes qu'ils avaient lors de ces manifestations qui persistent au cours des semaines qui suivent. Alors il nous faut rester extrêmement prudent. Ce type de symptômes se retrouve aussi après d'autres infections grippales. On peut avoir ça après une hépatite A, après une mononucléose infectieuse, après une infection par le CMV, parfois même pour certaines au niveau respiratoire, après d'autres infections virales respiratoires comme la grippe par exemple ou le RSV. Donc ceci n'est pas une particularité unique liée au Covid. Et la spécificité du Covid par rapport à ces manifestations reste encore clairement à établir. On ne connaît pas encore exactement le pourcentage de personnes qui présentent ce type de symptômes, ni combien de temps éventuellement cela va mettre avant d'avoir une guérison totale. On ne sait pas d'ailleurs dans la plupart des cas par quel mécanisme ce type de problème persiste chez l'individu. On a donc besoin très clairement d'études au long cours, d'études bien faites de suivi des personnes qui ont ce genre de plainte. Heureusement, je le rappelle, la majorité des gens guérissent entièrement en 1 à 2 semaines sans aucune autre complication. Il ne faut cependant pas négliger ceux qui présentent ce genre de problème et nous les invitons très clairement à contacter leur médecin traitant de manière à pouvoir être aidés, si possible, par rapport à ces manifestations et surtout pouvoir être suivis pour qu'on puisse au mieux déterminer exactement quelles sont les séquelles potentielles au long cours de l'infection. Merci.